Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. En parlant de développement à la base, c'est un peu l'inverse des politiques de centralisation. Parce que quand on prend une politique de centralisation, c'est le sommet qui conçoit, c'est le sommet qui anime, c'est le sommet qui organise. Mais quand on est dans le développement à la base, on cherche à faire de sorte que le développement d'un pays part de la base pour être général. D'ailleurs, dans les années 80, on a beaucoup parlé de think local and act globally. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça dit si on veut être global, il faut d'abord penser local. Il y a aussi une autre approche qui dit act locally for global impact. C'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre que toutes ces deux procédures sont valables parce qu'on peut agir local et impulser le global. Et c'est ça en fait le développement à la base qui n'est pas du tout du top-down. Mais le développement à la base aussi nous amène à comprendre que nos sociétés aujourd'hui sont frappées de problèmes conjoncturels, de problèmes structurels. Nos sociétés aujourd'hui ont beaucoup de problèmes à résoudre. Finalement, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que les problèmes qui ne changent pas. Il n'y a que les changements qui ne changent pas. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de besoins. D'ailleurs, quand vous discutez avec les décideurs politiques, ils introduisent la notion de demande sociale. Quand on parle de la demande sociale c'est quoi? C'est des aspirations des populations. C'est quoi? C'est les besoins des populations. Faire face à la demande sociale, ça veut dire simplement amener les populations à pouvoir disposer de services pour satisfaire leurs besoins. Faire face à la demande sociale, c'est aussi mettre en place un système propre à permettre aux populations de se réaliser, de s'épanouir. Et de là, vous verrez qu'il n'y a pas du tout dans une politique de développement local la mise en œuvre de systèmes politiques tout court. Et ça, je pense que c'est très important, chers étudiants, que vous compreniez que lorsqu'on parle de décentralisation, vous allez certainement vous référer à un corpus juridique donnant à l'État la possibilité de transférer vers les populations des rôles, des compétences et des pouvoirs. Et ce système de transfert, aux yeux de l'État, c'est pour mettre en place une généralisation de la participation. Aux yeux de l'État, c'est donner simplement aux populations la possibilité d'incarner leur sens de citoyenneté et leur sens de patriotisme. C'est important. Mais aussi aux yeux de l'État, c'est pour rendre les politiques publiques plus efficaces, plus efficientes, plus cohérentes et plus pertinentes. Oui, parce qu'il faut que les politiques publiques créent des résultats, atteignent leurs objectifs. Il faut que les politiques publiques n'entraînent pas un système de gaspillage de ressources. Il faut que les politiques publiques soient adaptées au contexte qu'elles sont censées modifier, au contexte qu'elles sont censées reconfigurer, au contexte qu'elles sont censées reconjuguer, au contexte qu'elles sont censées recomposer. Et c'est ça le progrès économique et social. Donc vous conviendrez avec moi que toutes les politiques centralisées réduisent la participation. Toutes les politiques centralisées ne donnent pas aux populations la possibilité de s'engager, la possibilité de se mobiliser pour être à la base de leur propre transformation. Et c'est ça l'auto-transformation, l'auto-changement. Donc vous verrez donc que la décentralisation, avec son corpus juridique, qu'on parle par exemple de acte 1, acte 2, acte 3, par exemple, vous avez vu chez nous au Sénégal, je pars toujours de la loi sur le domaine national, la loi sur 1864, qui avait déjà divisé notre pays en 4 zones, les zones de terroir, les zones marginalisées, les zones pionnières et les zones urbaines. Donc c'était un peu pour montrer, c'est vrai, il faut une urbanisation dans notre pays, mais il faut aussi garder les systèmes de production agricole, il faut protéger les forêts, mais il faut aussi prévoir avec la croissance démographique les besoins en espace.
C'est simple. Et si vous regardez, c'est ça qu'on a essayé de perpétuer en 1972 avec la création des communautés rurales qui vont devenir aujourd'hui des communes de plein exercice. Mais déjà en 1972, les communautés rurales avaient incarné la compétence de gestion foncière. Et en incarnant la compétence de gestion foncière, les collectivités rurales avaient la possibilité d'organiser les systèmes d'attribution de terres, de gestion de terres, les systèmes, si vous voulez, définissant des systèmes d'inclusion et d'exclusion, mais sans remettre en cause un certain nombre de valeurs traditionnelles de notre économie rurale, comme par exemple le métayage, le fermage. Bon, tout ça, c'est des aspects qu'on a pris en compte. Donc, c'est un peu une réconciliation entre, si vous voulez, le moderne et la tradition, ou la loi et la coutume. C'est important aussi. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de la politique de décentralisation en ignorant la réforme de 1972 qui a aussi permis de faire de sorte qu'on puisse avoir des échelons administratifs d'incarnation du rôle de l'État. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on rend grâce à Dieu, n'est-ce pas? Le Sénégal a une administration très forte. La force de notre administration est liée au fait que nous sommes partout. La force de notre administration est liée au fait que partout où vous allez au Sénégal, c'est le même dispositif administratif. Et c'est important. Mais partout où on part au Sénégal, on a une administration en fait qui incarne l'État. Et c'est important. Mais tout ceci n'est possible que si par exemple la décentralisation et la déconcentration partent ensemble. On n'a jamais dissocié ces deux éléments. En décentralisant, l'État donne des rôles et des responsabilités aux populations, mais en déconcentrant, l'État se fait représenter partout. Et c'est le même type d'État qu'on a, c'est ça. Et c'est ça qui fait le charme donc du Sénégal. Bref, donc si on parle de développement local, nous avons bien compris qu'il s'agit de promouvoir un développement à la base et que les acteurs puissent participer. Le développement local en tant qu'approche a été plus ou moins renforcé par la politique de décentralisation en tant que stratégie nationale, avec un corpus juridique, mais c'est aussi une option de développement. La décentralisation est une option de développement. Ça vous permettra de comprendre, chers étudiants, que à côté de la politique de décentralisation, il y a aussi la centralisation. Et on a opté pour la centralisation. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on a des contraintes dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation, ou bien on a des contraintes dans la définition des systèmes d'appropriation du concept de décentralisation qu'on doit arrêter. Non, il faut continuer. Et un jour, nous allons encore mieux percevoir que vraiment il y a un progrès chez nous. D'ailleurs, si vous regardez le Sénégal de 1900, le Sénégal de 2014 et le Sénégal de 1970, il y a un grand écart. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et c'est important. Et c'est de ce développement local-là qu'on peut partir pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence territoriale.